Bonjour à tous, Gilles Van den Burg, bonjour. Bonjour. Vous êtes député fédéral écolo et XLOis également. Alors une question tout d'abord par rapport aux informations que la police connaissait sur les velléités d'attentat des frères Abdeslam dès 2014. Il y a une sortie de Georges d'Allemagne indiquant qu'il avait obtenu des informations comme quoi on pouvait supposer qu'il y avait des velléités d'attentat à ce moment-là. Vous réclamez comme lui, vous, une commission d'enquête parlementaire pour y voir clair ? Mais en fait, ce que nous réclamons tout d'abord, c'est que les choses se fassent dans l'ordre et que la clarté soit faite sur cette affaire. Donc aujourd'hui, il y a le comité P, donc, qui est une instance, c'est un peu la police des polices belges, qui est une instance qui dépend du Parlement et des parlementaires, qui est aujourd'hui en train d'analyser, d'enquêter sur ce qui s'est vraiment passé. Et donc attendons, donc aujourd'hui ils sont au stade du rapport intermédiaire, attendons la fin de leur rapport pour voir effectivement tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup sur base de rumeurs de certaines personnes qui auraient dit certaines choses à certains moments. Et donc, il y a clairement un manque de clarté. Nous, ce qu'on souhaite au niveau du groupe Écolo Groen, c'est de pouvoir faire la clarté au sein des instances qui sont là pour ça, le comité P et le cas échéant. Si on découvre des problèmes, des informations qui effectivement n'ont pas été adressées aux bonnes personnes au bon moment, eh bien là, il faudra enquêter, il faudra aller plus loin. Mais vous y croyez, vous, que dès 2014, on pouvait supposer que les frères Abdeslam avaient l'intention de commettre un attentat ? Là, vous savez, toutes les personnes qui sont de près ou de loin même, je dirais, nommées dans les attentats du 13 novembre dernier à Paris, sont des personnes fichées. Donc les frères Abdeslam, comme d'autres personnes qui étaient autour de ces attentats, étaient toutes fichées, donc étaient connues à un moment donné de nos services. Et donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, voilà, quelle a été l'évolution de l'enquête, pourquoi telle ou telle décision a été prise. J'aimerais également insister sur le fait que le parquet s'est prononcé et donc a démenti les informations qui ont été données par mon collègue Georges d'Allemagne. Donc je trouve qu'il y a quand même pas mal d'imprudence. Moi, ce que je regrette aussi, c'est que toutes ces informations font un peu passer nos services de sécurité et nos services de police pour des maladroits, un peu le mauvais élève de l'Europe. Moi, j'ai confiance dans nos services de sécurité et de police. Ces hommes et ces femmes, pour l'instant, sont sur le terrain depuis des mois, travaillent jour et nuit sans relâche, et je n'ai pas envie que leur travail soit terni par des rumeurs ou des propos imprécis. Donc, je vous ai bien entendu, imprudence de Georges d'Allemagne. Mais je trouve qu'il faut attendre de faire la clarté sur les choses. Je ne connais pas la source de ces informations et donc je préfère faire confiance au comité P, qui est l'instance, la police des polices, qui doit statuer sur ce genre de choses. Et en fonction de leur rapport, il faudra faire la clarté, analyser vraiment et tirer les conséquences de ce qui s'est passé et des informations que l'on entend aujourd'hui qui se seraient produites en juillet 2014. Oui. Et donc, selon vous, il pourrait y avoir à nouveau des dysfonctionnements dans la transmission des informations entre la police judiciaire et le parquet fédéral. Et aussi en 2015, on parlait d'informations qui n'avaient pas circulé entre la police locale et la police fédérale ou dont la police fédérale n'avait pas tenu compte. Donc par rapport à ça, ça nous ramène à de sinistres souvenirs, ceux de l'affaire Dutroux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut déjà constater que le flux d'informations entre nos différents services de sécurité, et ça a été pointé à de nombreuses reprises dans les commissions qui ont eu lieu depuis les attentats du 13 novembre, mais également auparavant, ce flux d'informations n'est pas toujours optimal, c'est clair. On peut faire mieux. Et donc, nous appelons à faire mieux. Et comment est-ce qu'en tant qu'écologistes, nous souhaitons faire mieux ? C'est en engageant, en recrutant des moyens humains pour renforcer nos services de sécurité et nos services de police. Aujourd'hui, il y a un sous-financement structurel des services de police et de sécurité. Donc aujourd'hui, le gouvernement annonce des renforts. Et nous voyons ça de manière positive au niveau de mon groupe. Mais on ne renforce rien en fait. On pallie au manque qui s'est accumulé, je dirais, ces 5 à 10 dernières années. En l'occurrence, ici, on a l'impression que les informations avaient été transmises et qu'on n'en a pas tenu compte de manière optimale. Voilà, ça reste une impression. Et donc c'est là où il faut vraiment voir. Quand j'entends le parquet, j'ai l'impression que ces informations ont été traitées et la conclusion, c'est que ça n'a amené à rien. De nouveau, là, il faudra tirer les choses au clair. Mais on peut faire mieux en termes de flux d'informations et nous plaidons pour que nos services soient renforcés sur le plan humain. Oui. Alors vous dites on peut faire mieux, mais malgré tout, vous dites j'ai toute confiance dans le boulot que font les forces de police. Oui, tout à fait. Je pense que ça n'empêche pas que les structures peuvent être améliorées, les manières de fonctionner, les systèmes. Maintenant, vous savez, on a, dans le cadre de la commission terroriste dans laquelle je siège pour mon groupe, on a auditionné énormément d'acteurs de la police judiciaire, du monde des juges d'instruction, etc. Et donc, on voit que ces hommes et ces femmes sont sur le pont presque 24 heures sur 24 depuis des mois. Donc, franchement, j'ai tout le respect pour leur travail qu'ils ont fourni. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui, comme je dirais, au niveau structurel, il y a sûrement moyen de faire mieux, mais de nouveau, avec un sous-financement chronique, avec des manques de moyens humains chroniques, on parle de 3700
agents de police fédérale, locale, globalement, qui manquent aujourd'hui en Belgique. Donc on ne parle pas de renforcement, on parle de manque. Vous savez, travailler dans ces conditions-là, c'est très difficile. Donc qu'il y ait des imperfections dues à ce sous-financement et à cette structure insuffisamment fournie en moyens humains, mais il ne faut pas s'en étonner aujourd'hui. Alors, un nouveau préavis de grève des policiers, qui en a un peu gros sur la patate, c'est par rapport au détachement pour le contrôle des frontières sur la zone côtière. Alors, ça met aussi en danger le plan Canal, puisqu'il y a certains policiers qui étaient détachés au plan Canal qui se retrouvent là-bas à faire le contrôle des frontières. Vous avez l'impression aujourd'hui que ce plan Canal, il a du plomb dans l'aile ? On a posé la question mardi dernier à Yann Yambon au sujet du plan Canal, effectivement la manière dont il allait détacher, recruter des agents pour non seulement faire fonctionner le plan Canal, mais également le plan qui est prévu à la côte. On sent aujourd'hui qu'il y a énormément d'opacité. Les agents, et c'est ça, c'est l'objet du préavis de grève, c'est qu'ils ne savent pas très bien à quelles fonctions ils vont être affectés, qui va partir de quel service pour aller ailleurs. Nous avons réclamé au ministre Yambon qu'il soit plus précis dans sa gestion à ce niveau-là. Et donc vous n'y croyez pas, les renforcements ou les effets d'annonce qui ont été faits en disant on va détacher des gens dans les 8 communes concernées par ces problèmes de radicalisation. Mais donc effectivement, aujourd'hui on est au stade de l'annonce. Il y aura une évaluation dans 6 mois que le ministre a promis, donc nous serons attentifs, une évaluation objective. Ce que nous réclamons dans le cadre du plan Canal, parce que de nouveau au niveau des renforts policiers, c'est quelque chose que nous réclamons depuis des années. Donc qu'il y ait des renforts policiers en plus pour les communes concernées par le plan Canal, c'est quelque chose que nous accueillons favorablement. Maintenant, nous demandons un deuxième volet du plan Canal. Aujourd'hui, le plan Canal, il ne fait que de la répression. Nous voulons de la prévention. Et donc nous tapons sur le clou de la prévention depuis aussi des années, mais certainement les dernières semaines. Et donc nous réclamons un deuxième volet qui s'occupe de l'emploi des jeunes, qui s'occupe de l'éducation, parce qu'on ne peut pas traiter ces problèmes liés au radicalisme et au terrorisme uniquement par la répression. Alors, sauf grosse surprise, l'OCAM devrait garder la menace au niveau 3. Ça veut dire une présence militaire confirmée pour quelques semaines au moins. Cela reste nécessaire, selon vous, cette présence militaire? Vous y comprenez encore quelque chose? Alors, ce n'est pas toujours facile, effectivement, de comprendre les impacts des différents niveaux de menaces de l'OCAM. Quand on est au niveau 3, au niveau 4, on a vu qu'il y a eu pas mal de problèmes en termes de communication. Mais la présence militaire, elle est toujours nécessaire? Sur la présence militaire, nous avons toujours été sceptiques depuis le début au niveau du groupe Écolo Groen. Mais nous comprenons qu'après des événements tragiques et exceptionnels comme les attentats de Paris, à un moment donné, il faut effectivement pouvoir rassurer, il faut pouvoir avoir une réaction. La population y est plutôt favorable. Voilà, donc on comprend que dans les semaines qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, on a pu avoir une présence militaire dans les rues. Nous ne nous sommes pas directement opposés. Ce que nous avons réclamé, c'est que cela reste temporaire. Et donc maintenant, est-ce qu'on est trop loin? Est-ce qu'on va trop loin? Donc pour nous, c'est vraiment un souci de se dire à un moment donné, voilà, c'est toutes les 3, 4, 5, 6 semaines, le gouvernement annonce que c'est prolongé. Pour nous, ça, ce n'est pas possible de faire d'une mesure temporaire une mesure illimitée dans le temps. C'est ce qui s'est passé avec le plan Vigipirate en France. C'était temporaire à la base, c'est devenu illimité. Nous souhaitons que les militaires dans les rues, ce soit très clairement limité dans le temps. Donc on devrait arrêter, selon vous, maintenant? Oui, pour nous, il faudrait effectivement à un moment donné arrêter et que, quelque part, nos concitoyens se rendent compte que la vie doit aussi reprendre, la vie normale. Pour moi, avoir des véhicules de l'armée au centre de Bruxelles, ce n'est pas une situation normale. Donc j'aimerais bien qu'effectivement, on ait une situation qui soit de nouveau normalisée. Alors une autre question qui fait débat pour l'instant, et c'est au niveau international, c'est l'intervention de nos F-16 en Syrie. Il y a une demande américaine. Alors selon vous, il faut y aller, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité, comme a dit Charles Michel hier à la Chambre? Mais donc pour nous, non, ce n'est pas notre devoir d'y aller. On pense que justement, eu égard aux événements actuels, retourner, bombarder ces régions-là sans plan clair, sans stratégie, sans prendre en compte le contexte international et le contexte local, c'est pour nous une erreur. On l'a vu ce que ça donnait, que ce soit en Irak, que ce soit aussi en Libye. On a vu que ça n'a pas été efficace, ça n'a pas servi à protéger que ce soit les populations locales, que ce soit l'Europe d'ailleurs. Et donc ce n'est pas un moyen de lutter contre Daesh, un moyen efficace de lutter non, contre aller Daesh. Bombarder comme ça en envoyant nos F-16 et bombarder les populations, ce n'est pas pour nous une solution au problème actuel. Est-ce qu'on peut dire non à une demande américaine quand on fait partie de l'OTAN?
eh bien, je pense que de temps en temps, que la Belgique ou l'Europe disent non aux Américains, c'est quelque chose qui pourrait quand même être positif. Je pense que de temps en temps, il faut pouvoir se dire, eh bien voilà, soyons forts avec nos convictions et refusons la logique un peu va-t-en-guerre américaine. Je pense que ce serait plutôt intéressant que la Belgique et l'Europe puissent tenir ce discours. Et donc on voit que ça pose question, en tout cas ça nécessite un débat au gouvernement. La décision ne sera prise qu'en juillet, mais vous appelez ce gouvernement à résister à cette demande-là. Tout à fait. Donc on a été très clair en plénière à la Chambre, dans les débats. Au niveau du groupe Écolo Groen, nous nous opposerons à cette intervention en Syrie et en Irak. Alors, dernier thème que l'on va aborder dans cette interview, c'est les finances de l'État. Le Standard l'annonçait, il faudrait trouver 2 milliards lors du prochain contrôle budgétaire. Si Écolo était au gouvernement, il les trouverait où, ces 2 milliards ? Eh bien, si Écolo était au gouvernement, il y a 2 points spécifiques sur lesquels nous interviendrons. Premièrement, c'est au niveau, et on l'a dit, de la mobilité. On en parle beaucoup récemment. Pour nous, le système de sponsoring d'État des voitures de société doit être complètement revu. Et donc là, il y a quand même... On arrête directement le plus vite possible. Pas du jour au lendemain. Donc on a un budget mobilité, on a un plan mobilité qui prévoit de le faire sur une période de 5 ans. Donc, pour que les entreprises puissent s'adapter, que l'État puisse s'adapter, comme ils l'ont fait en Allemagne d'ailleurs. Ils ont aussi fait une période de transition de 5 ans. Et donc là, on va déjà pouvoir aller chercher, on parle entre 3 et 5 milliards. Donc mais les 2 milliards, il faut les trouver très vite. C'est vrai qu'il faut les trouver très vite. Et nous avons, donc ça c'est le premier pilier, le pilier mobilité, dans lequel il y a vraiment des budgets à aller chercher. Et le deuxième pilier, qui est un pilier important pour nous, c'est tout ce qui a trait aux intérêts notionnels et au financement de l'économie réelle et de l'économie des PME, des indépendants, des entrepreneurs. Pour nous, ce système doit être tout à fait revu, de A à Z. Les intérêts nationaux qui profitent qu'à certains grands groupes internationaux. On parle aussi de 3 à 4 milliards par an. Imaginez ce qu'on peut aller, utiliser ce budget-là pour favoriser l'économie locale et probablement aussi rétablir une justice fiscale entre les grands groupes et les PME, c'est pour nous une priorité. Et donc, le risque de délocalisation de certains sièges d'entreprises internationales qui est souvent brandi, ça ne vous fait pas peur, ça? Et donc de perte d'emplois qui s'accompagnerait de ces délocalisations. Ce qui est pour nous important, c'est de se dire ces grands groupes industriels, s'ils sont en Belgique, s'ils sont en Europe, c'est pour une raison. Et je pense que le chantage, effectivement, à la concurrence fiscale est quelque chose d'assez malsain. En économie, c'est assez malsain au niveau européen aussi. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut pouvoir se dire il y a un impôt juste qui doit être payé, que certains grands groupes payent moins d'1% d'impôt. Ça ne me paraît pas juste. Et donc, à un moment donné, on peut avoir une discussion, entre adultes, sur comment pouvoir réutiliser ces moyens, ces milliards d'euros, envers nos PME, nos indépendants, notre économie locale, qui représente quand même 60% de l'emploi en Belgique. Merci Gilles Van den Burg pour cette interview. Lundi, c'est Jean-Jacques Deleu qui vous présentera l'interview. À bientôt.